Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsencourt. Galsencourt est une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Maintenant, aujourd'hui, on va poursuivre le TD, continuer avec l'exercice 2. On va expliquer l'exercice et de le commenter. D'accord? Maintenant, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. Donc, pour l'exercice 2, toujours du TD 2022-2023, on nous dit la sensation douloureuse d'origine cutanée fait intervenir des capteurs périphériques, des systèmes de câblage et un système d'intégration. Nous nous proposons d'étudier la façon selon laquelle la moelle épinière intervient dans la transmission du message nerveux. Donc, on reprend. La sensation douloureuse d'origine cutanée fait intervenir des capteurs périphériques, des systèmes de câblage et un système d'intégration. Nous nous proposons d'étudier la façon selon laquelle la moelle épinière intervient dans la transmission du message nerveux. D'accord? Maintenant, qui est le document 1 représente la liaison nerveuse entre la peau et la moelle épinière. Ici, la peau, c'est le récepteur sensoriel. La moelle épinière, c'est le centre nerveux. Le fait que vous ressentez une douleur, c'est parce que l'influx ou bien même l'information est passée vers le centre nerveux qui est la moelle épinière jusqu'au récepteur. On est d'accord? Donc, c'est ça la moelle épinière, le document 1. On implante au niveau des neurones de la corne dorsale de la moelle épinière jaune R. C'est ici, n'est-ce pas, la zone R, n'est-ce pas, qui est la corne dorsale de la moelle épinière. On implante là-bas une microélectrode servant à l'enregistrement de la réponse de ces neurones et une micropipette utilisée pour l'injection éventuelle de la substance active. Maintenant, c'est dans cette zone-là, n'est-ce pas, qu'on a, comment dirais-je, implanté, n'est-ce pas, une microélectrode. Et cette microélectrode-là sert tout simplement à enregistrer des réponses de ces neurones. Et une micropipette utilisée pour l'injection éventuelle de la substance. N'est-ce pas? La microélectrode est reliée à un oscilloscope. C'est ça l'exercice. N'est-ce pas? Microélectrode, l'oscilloscope est là. C'est là où on enregistre les résultats. On est d'accord? Microélectrode est là. Et cette microélectrode est reliée directement à l'oscilloscope qui sert d'enregistrer les résultats. Voilà. Ensuite, on dit diverses expériences réalisées à partir de ce dispositif expérimental ont donné les résultats représentés dans le document 2. Diverses expériences réalisées à partir de ce dispositif expérimental ont donné les résultats représentés dans le document 2. Maintenant, une fois qu'on implante le microélectrode ici, et les résultats sont enregistrés dans l'oscilloscope qui est là. Et quels sont ces résultats-là? Les résultats sont tout simplement le document 2. Là, c'est ça les résultats qu'on a enregistrés au niveau de l'oscilloscope. On est d'accord? Maintenant, une forte stimulation électrique de la peau provoque une sensation douloureuse brève, apparaissant rapidement, appelée douleur rapide. Maintenant, lorsqu'on stimule la peau, cette stimulation provoque tout simplement une sensation douloureuse, mais la sensation douloureuse est brève, apparaissant rapidement. C'est très vite. Maintenant, appelée douleur rapide. Puis, survient une sensation douloureuse plus tardive, mais plus longue, appelée douleur lente. C'est-à-dire, vous ressentez une douleur rapide, ensuite, vous ressentez encore une douleur lente.
On est d'accord? Maintenant, le document 2A, là, le document 2A est là, n'est-ce pas? Le document 2A représente l'enregistrement obtenu. L'un des éléments de cette réponse amplifiée correspond au document 2B. On est d'accord? 2A est là, 2B est là. On est d'accord? Donc le document 2A représente l'enregistrement obtenu. L'un des éléments de cette réponse amplifiée correspond au document 2B. Le document 2C montre l'enregistrement obtenu après application de morphine à l'aide de la micropipette. Morphine, c'est une substance qu'on a injectée quelque part. Raison pour laquelle on nous dit le document 2C montre l'enregistrement obtenu. 2C est là, d'accord? Obtenu après application de morphine à l'aide de micropipettes. Vous vous rappelez bien que le micropipette a été implanté au niveau de la zone R. Vous vous rappelez très bien. Voilà, on continue. On nous dit maintenant, nommer le phénomène enregistré en 2B. C'est ce phénomène-là qu'on nous demande de nommer. Nommer le phénomène enregistré en 2B. Maintenant, en 2B, on corrige ensemble, d'accord? On corrige en même temps. En 2B, nous avons un potentiel d'action monophasique. Un potentiel d'action monophasique. Notez bien que en 2B, nous avons un potentiel d'action monophasique. C'est ça la réponse. Ensuite, comparer les résultats. Comparer les enregistrements 2A et 2C. Comparer les enregistrements 2A et 2C. Ensuite, en déduire l'effet de la morphine. 2A et 2C, on compare les enregistrements. 2A est là, 2C est là. Cet essai-là représente le temps, le moment où on a porté les simulations. Parce que là, jusque-là, c'est 500. Donc, chaque intervalle, c'est 100. Regardez bien. Ici, on a 500. Donc, 400 est là. 300 est là. 200, 100. On est d'accord? Maintenant, regardez bien. On va essayer de comparer ces deux résultats en 2A et en 2C. Maintenant, la stimulation électrique du territoire cutané entraîne, c'est toujours le document 2, la naissance d'un train de potentiel à haute fréquence pendant 50 millisecondes. On est en 2A. Je dis, la naissance d'un train de potentiel à haute fréquence. Si vous regardez bien là, il y a une haute fréquence ici. On est d'accord? Une haute fréquence, c'est pour laquelle vous avez cette réponse-là. N'est-ce pas? C'est tellement serré, donc c'est une haute fréquence, raison pour laquelle il est devenu en noir. Vous ne pouvez même pas observer un espace là. C'est tellement serré, donc il y a une haute fréquence. Donc la naissance d'un train de potentiel, ce sont des trains de potentiel à haute fréquence pendant 50 millisecondes. D'où vient-il les 50 millisecondes? Regardez là, la réponse, si on projette jusque là, c'est ça l'échelle. Là, c'est presque le millet, entre 0 et 100. C'est presque le millet, donc c'est 50 millisecondes. N'est-ce pas? C'est la naissance d'un train de potentiel à haute fréquence pendant 50 millisecondes. Ensuite, suivi d'une pause de 120 millisecondes. 120 millisecondes. Entre là et là, vous voyez, c'est 100. C'est 100 millisecondes. On est d'accord? Maintenant, de là à là, c'est presque 20. Donc, c'est 120 millisecondes. C'est une pause, hein, en réalité. C'est une pause. D'accord? Ça peut être 120, 130, voilà. C'est quelque chose du genre en réalité. Voilà. Donc, suivi d'une pause de 120 millisecondes, sans potentiel d'action. Si vous regardez là, il n'y a pas de potentiel d'action. Donc, c'est une pause. On est d'accord? Maintenant, à partir de la 150e milliseconde, regardez là,
Jusque-là, si on projette, on est presque à 150 millisecondes. On est d'accord. Maintenant, à partir de la 150e milliseconde, on note l'émission faible. Vous voyez, ça, c'est faible presque. Vous voyez la fréquence des potentiels d'action. On est d'accord? Donc, on note l'émission de potentiel d'action, comment dirais-je là? Est-ce que c'est à partir de 150 millisecondes, on note l'émission à faible fréquence. On est d'accord. De potentiel d'action pendant 550 milliampères. Jusque-là, c'est faible. Hein? C'est faible. Vous voyez là. Jusqu'à même plus de 550 ans. À partir de là, c'est devenu encore plus faible. Donc, c'est ça en réalité. Je répète. La stimulation électrique du territoire cutané, document 2A, n'est-ce pas, entraîne la naissance d'un train de potentiel à haute fréquence. Là, à haute fréquence, on est d'accord, pendant 50 millisecondes, suivi d'une pause de 120 millisecondes sans potentiel d'action. On est d'accord. À partir de la 150e, si on projette là, on est à 150e milliseconde, on note l'émission à faible fréquence de potentiel d'action pendant 550 millisecondes, voire même de plus. C'est ça en A. Maintenant en 2C, après l'application de la morphine, parce qu'en C, n'oubliez pas qu'au niveau de la zone R, on a injecté de la morphine. Au niveau de la zone R, on a injecté de la morphine. Maintenant, après l'application de la morphine, on ne note que l'émission de potentiel d'action à haute fréquence dans les 50 millisecondes. Regardez là. Dans les 50 millisecondes, lorsqu'on a injecté de la morphine, on note une hausse de la fréquence des potentiels d'action. C'est ça pour laquelle j'ai dit, après l'application de la morphine, on ne note que l'émission de potentiel d'action à haute fréquence dans les 50 millisecondes. D'accord? Et voilà. Après ça, est-ce qu'il n'y a plus de potentiel d'action? Est-ce qu'il n'y a plus de potentiel d'action après ça? On est d'accord? Voilà. Maintenant, dans cette analyse, on nous a demandé en déduire l'effet de la morphine. D'accord? Et là, on peut en déduire que l'effet de la morphine comment dirais-je, c'était quoi la réponse? En déduire l'effet de la morphine après la comparaison en 2C et en 2A et en 2C. Voilà. Dans cette analyse, nous déduisons que la morphine empêche la formation de la série tardive de potentiel d'action. Est-ce que vous me comprenez? Dans cette analyse, nous déduisons que la morphine empêche la formation de la série tardive de potentiel d'action. Cela veut dire quoi? Avant l'injection de la morphine, c'est ça qu'on a enregistré. Maintenant, après l'application de la morphine injectée dans la zone R, on enregistre tout simplement ce phénomène-là, c'est-à-dire des potentiels d'action pendant 50 millisecondes. Après les 50 millisecondes, on note presque 0. Donc c'est la morphine qui provoque cette absence de potentiel d'action après les 50 millisecondes. C'est pour là que j'ai dit, nous déduisons que la morphine empêche la formation de la série tardive de potentiel d'action. Donc la morphine entraîne tout simplement la série tardive de potentiel d'action. On est d'accord? C'était uniquement ça. Donc en 2, le nerf cutané. Là, on avait le nerf cutané. Vous le voyez là. Le nerf cutané. Maintenant, on nous dit en 2
Le nerf cutané intéressé dans cette expérience est dilacéré. Le document 3 montre les résultats d'une observation au microscope optique de ce nerf dilacéré. On est d'accord? Le nerf cutané intéressé dans cette expérience est dilacéré. Le document 3 montre les résultats d'une observation au microscope optique de ce nerf dilacéré. Si vous voyez là, comment dirais-je, en A, on a une fibre myélinisée. Et en B, on a une fibre amyélinisée. Donc les fibres myélinisées sont des fibres qui se présentent avec la gaine de myéline. Et fibres en B, ce sont des fibres qui n'ont pas de la myéline. D'accord. Par ailleurs, on a mesuré le diamètre des fibres A et B. Par ailleurs, on a mesuré le diamètre des fibres A et B et calculé la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long de ces fibres. Par ailleurs, on a mesuré le diamètre des fibres nerveuses A et B et calculé la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long de ces fibres. Donc, on connaît le diamètre et la vitesse de propagation de ces fibres. Les résultats obtenus figurent dans le tableau ci-dessus. Regardez bien. Caractère, c'est là diamètre, vitesse, fibre A et B. Diamètre pour les fibres A, c'est de 1 à 4 micromètres. Vitesse 6 à 24 mètres par seconde. Fibre B, diamètre 0,5 à 1. Vitesse de propagation, c'est de 1 à 2 mètres par seconde. Donc, fibre A, j'avais dit que ce sont des fibres myélinisées. Fibre B, ce sont des fibres amyélinisées. On est d'accord? En A, on nous dit comparer les résultats, comparer les structures des deux fibres du document 4. Comparer les structures des deux fibres du document 3. Regardez, on compare les deux structures maintenant du document 3. Fibre A et fibre B. N'est-ce pas? Voilà. On compare maintenant. Maintenant, on peut dire que la fibre A est myélinisée. Ça, vous le savez mieux que moi. N'est-ce pas? La fibre A est myélinisée et a un gros diamètre. Parce que si vous regardez là, le diamètre de 1 à 4. Donc, je perds là. Donc, il a un gros diamètre. Donc, la fibre A est myélinisée et a un gros diamètre. Alors que la fibre B est amyélinisée et a petit diamètre. Ça, c'est normal. Même ces résultats-là nous le montrent. Fibre A, gros diamètre, 1 à 4. 1 à 4 est supérieur de 0,5 à 1. Donc, les fibres A ont des diamètres plus grands que les fibres B. Donc, plus le diamètre est trop important, la vitesse de propagation aussi devient plus importante. Raison pour laquelle la vitesse de propagation est beaucoup plus rapide au niveau de la fibre A qu'en la fibre B. On est d'accord? Donc en réalité, c'est ça la comparaison. On dit que la fibre A est myélinisée et a un gros diamètre, alors que la fibre B est amyélinisée et a un petit diamètre. Voilà, on continue. On nous dit quoi? Quelle relation pouvez-vous établir entre la structure d'une fibre et la vitesse de propagation de l'influx nerveux? Quelle relation pouvez-vous établir entre la structure d'une fibre et la vitesse de propagation de l'influx nerveux? Donc la mise en relation diamètre-vitesse permet de remarquer que les fibres de type A à gros diamètre 1 à 4 micromètres ont une grande vitesse de conduction, alors que les fibres amyélinisées, fibre B, à faible diamètre conduisent
avec une faible vitesse. C'est ça la relation en fait. Même si le tableau nous le montre. Donc, c'est tout simplement la mise en relation diamètre-vitesse permet de remarquer que les fibres de type A à gros diamètre 1 à 4 micromètres ont une grande vitesse de conduction alors que les fibres amyélinisées, fibre B, à faible diamètre conduisent avec une faible vitesse l'information. On est d'accord? Donc, c'est ça la relation. En B, on dit, ces résultats nous permettent-ils d'émettre une hypothèse quant à l'origine de la douleur rapide et à celle de la douleur lente. L'hypothèse entre la douleur rapide et la douleur lente. Quelle hypothèse pouvez-vous conclure? C'est ça que ça signifie. Donc on peut dire que ces résultats nous permettent d'émettre l'hypothèse suivante. La douleur rapide est due à une stimulation des fibres myélinisées qui conduisent rapidement l'influx nerveux, tandis que la douleur lente est le fait de la stimulation des fibres amyélinisées qui conduisent avec une vitesse faible. On est d'accord? Voilà. Je pense que c'est ça, et c'est normal. C'est très bien. Pourquoi la réponse, la sensation, c'est-à-dire la douleur rapide? C'est parce qu'on a excité les fibres myélinisées, raison pour laquelle on a une douleur rapide. Pourquoi la réponse tardive, c'est-à-dire la douleur lente? C'est parce qu'on a excité les fibres amyélinisées, raison pour laquelle il y a lente et rapide. Donc, c'est ça. C'est ça, hein? Voilà. Très simple. Ou bien je répète encore. La douleur rapide est due à une stimulation des fibres myélinisées qui conduisent rapidement l'influx nerveux, tandis que la douleur lente est le fait de la stimulation des fibres amyélinisées qui conduisent avec une vitesse faible. C'est ça l'hypothèse. On est d'accord? Justifiez votre réponse. C'est très simple. C'est très simple. En 3, on dit des chercheurs ont pu localiser par la technique d'immunofluorescence au niveau de la zone R de la corne dorsale. Zone R de la corne dorsale, vous vous rappelez très bien. Document 1. Deux substances chimiques, la substance P et l'encéphaline, selon les indications du document 4. Vous voyez, substance P est là, substance encéphaline est là. Jaune R, vous vous rappelez, de la corne postérieure de la moelle épinière. Voilà, c'est ça le document 4. C'est ici le neurone S, l'interneurone est là. Et on a deux substances, substance P et substance du nom de encéphaline. La substance P est contenue dans les vésicules des terminaisons des neurones sensitifs. Ça touche un peu les synapses, les boutons postsynaptiques et les boutons présynaptiques. Donc c'est toujours le bouton présynaptique qui détient les vésicules synaptiques. On est d'accord? Maintenant, une forte stimulation du neurone S. C'est ça le neurone S. Une forte stimulation du neurone S provoque une sensation de douleur associée à une diminution du nombre de ces vésicules et à l'apparition d'influx en direction de l'encéphale. Une fois libérée, la substance P est rapidement inactivée. Lorsqu'on libère cette substance-là, la substance P est rapidement inactivée. La provocation, la stimulation du neurone S provoque une sensation de douleur associée à une diminution du nombre de ces vésicules.
Maintenant, lorsque ces vésicules-là sont libérées au niveau de la fente synaptique, la substance P est rapidement inactivée. Maintenant, dans la zone, d'autres neurones, c'est-à-dire les neurones, les interneurones I, produisent encéphalène. Maintenant, les interneurones I, ce sont les interneurones I qui produisent l'encéphalène. Lorsque préalablement, si on dit préalablement, c'est avant. Lorsque préalablement à la stimulation, avant la stimulation du neurone S, on applique dans cette zone une micro-injection. Avant qu'on stimule le neurone S, on injectait ou bien on appliquait même dans cette zone une micro-injection d'encéphalène. Le nombre de vésicules de substance P ne diminue pas au préalable, avant une stimulation. N'est-ce pas? On appliquait dans cette zone une micro-injection d'encéphalène. On injectait de l'encéphalène dans cette zone. Et quand on observait tout simplement le nombre de vésicules de substance P ne diminue pas. Maintenant, quel est le rôle des interneurones I sur le fonctionnement des neurones? C'est assez facile. N'est-ce pas? On peut dire que les interneurones I empêchent l'exocytose des vésicules, c'est-à-dire la libération des vésicules par exocytose. C'est tout simplement le bouton présynaptique qui détient les vésicules. On est d'accord? Et ces vésicules-là sont libérées par exocytose. Mais l'encéphaline empêche la libération des vésicules à substance P, responsable de la douleur. C'est ça en quelque sorte le rôle. Quel est le rôle des interneurones sur le fonctionnement? On est d'accord. Donc on peut dire que les interneurones empêchent l'exocytose des vésicules, c'est-à-dire empêchent la libération par exocytose des vésicules à substance P, responsable de la douleur. Lorsqu'on ressentait la douleur, c'est parce qu'on libérait de la substance P. C'est la substance P qui était responsable de la douleur. Maintenant, lorsqu'on injectait de l'encéphaline empêche, comment dirais-je, les interneurones empêchent l'exocytose, si on dit les interneurones, parce que les interneurones sécrétaient tout simplement de l'encéphaline. Donc, les interneurones empêchent l'exocytose des vésicules à substance responsable de la douleur. C'est ça le rôle des interneurones. En B, l'une des substances chimiques, la substance P et encéphaline, a été appelée morphine naturelle, laquelle justifie votre réponse. L'une des substances chimiques, la substance P et l'encéphaline, a été appelée morphine naturelle, laquelle justifie votre réponse. C'est l'encéphaline qui est nommée morphine naturelle, puisqu'elle empêche la formation de la douleur générée par la substance P. Donc, c'est l'encéphaline qui est la morphine naturelle. C'est l'encéphaline qui est nommée morphine naturelle, puisqu'elle empêche la formation de la douleur générée par la substance P. Donc, en quelque sorte, c'est ça l'exercice. Je pense que on a fait un beau commentaire. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification.